Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler rencontres, médocs et resto du cœur. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur un événement récent aussi improbable que singulier, le sommet de Saint-Denis. En effet, sous l'impulsion de notre président, ce mercredi 30 août a eu lieu une rencontre entre tous les chefs de partis politiques français représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une rencontre inédite en huis clos, sans collaborateurs, sans ministres et sans téléphone, visant à parler ouvertement de nombreux sujets concernant la France. Et c'est là que je regrette que le NPA n'ait pas de députés ou de sénateurs, parce que j'imagine déjà la scène. Une réunion de 12 heures qui, selon plusieurs participants, a été sérieuse, cordiale et respectueuse, mais qui, comme c'est étonnant, n'a rien donné de tangible avec des chefs de parti qui ont un bilan plutôt mitigé. Parce que si de leur côté, Éric Ciotti et Jordan Bardella sont plutôt sceptiques attendant de voir les résultats concrets, du côté de la NUPES, on est encore plus dubitatif. Ah bah c'est les gauchos, hein, qu'est-ce que tu veux, jamais content cela. Alors oui, les échanges étaient francs et respectueux, mais sans aucune réelle mesure. Emmanuel Bompard jugeant l'échange grotesque, regrettant que le président ait balayé d'un revers de la main les propositions communes de la gauche pour un blocage des prix, un référendum sur la retraite ou une hausse des salaires. Marine Tondelier de son côté parle de 12 heures de discussion lui ayant paru en décalage total avec l'urgence environnementale et sociale. Quant à Olivier Faure, lui dénonce la communication en lieu et place de décision. Ok, donc un échange cordial mais sans réelle prise de décision avec un président qui finira par faire comme il veut. Ouais, du Macron quoi. Le seul membre de la NUPES un peu plus mitigé, c'est, oulala, comme c'est surprenant, Fabien Roussel. Estimant que s'il y a une porte qui s'ouvre, on met son pied dedans, on pousse et puis on discute. Ce qui est au mieux naïf et au pire opportuniste. À vous de voir. Mais sinon, l'un des plus gros reproches que la NUPES a fait à cette réunion, c'est que les questions sociales n'ont été abordées qu'à 2 heures du matin. Combien ? Ok Manu, donc le pouvoir d'achat, l'inflation, le fait de pouvoir vivre décemment, on en parle après tout le reste à 2 heures du matin? Et le tout en disant non à toutes les propositions de la NUPES sur le sujet? Non mais pour reprendre les mots de Bompard, si tu voulais juste connaître leurs propositions, bah t'avais qu'à aller au programme, hein, fallait pas te merder à les inviter. Alors par contre, attention, hein, les ouin-ouin de Ciotti et Bardella pour un référendum sur l'immigration, là c'est pas pareil, là on écoute. Alors ok, Manon a dit non pour le référendum, mais il veut bien accepter d'engager un travail sur une proposition de LR pour l'élargissement, voire la refonte, de l'article 11 de la Constitution, qui régit les sujets pouvant être soumis au référendum. En gros, un nom qui dit on verra plus tard et qui concerne, oh mon dieu, mon étonnement, attendez sommet, l'immigration. Mais bon après, est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un tout ça? Parce qu'on va pas se mentir, oui l'exécutif se félicite et dit que c'est un moment historique, qui a jamais été fait avant et tout, mais on va pas se voiler la face. Cette réunion, c'est juste un coup de com'. Un coup de com' ne servant qu'à redorer le blason de Macron et ses potes, et tentant tant bien que mal de faire oublier le désastre démocratique qu'a été la réforme des retraites et de préparer aux élections européennes et présidentielles. C'est évident. Et si je dis présidentielle, ce n'est pas par hasard, car lorsque pendant la réunion Bardella a interrogé Macron sur un possible retour du septennat, donc 7 ans de présidence au lieu de 5, Macron aurait dit que, ouvrez les guillemets, ça a été une funeste connerie de limiter les mandats présidentiels. Dès lors qu'on ne peut plus se représenter, il y a une perte d'autorité. What the fuck? Ok, pardon Poutine. N'empêche, pour un mec qui parle de la NUPES comme de l'extrême gauche, ah, c'est quand même vachement ironique de dire ça. Surtout que, pas plus tard qu'au mois de mai, Macron se disait hostile à un 3e mandat. Mais bon, on n'est plus à une contradiction près avec lui. Alors chez Renaissance, certains tentent de nuancer en disant que c'est probablement une blague. Et en vrai, ben blague ou pas, j'en sais rien. Je sais pas s'il souhaite réellement se représenter le gars, je suis pas dans sa tête. Même si bon, j'ai ma petite idée sur la question. Et de toute façon, la Constitution l'interdit. Mais quand même, quand tu vois que Richard Ferrand, l'ex-président de l'Assemblée nationale, quand on lui demande ce qu'il pense d'un 3e mandat de Macron, dit regretter tout ce qui bride la liberté d'expression de la souveraineté populaire, se montrant favorable à une modification de la Constitution pour mettre fin à la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc., tu te dis que ouais, ça pue la prise de température pour savoir s'ils peuvent tenter le coup. Et même si Ferrand dit finalement ne pas vouloir d'un 3e mandat de Macron, et même si Jupiter n'est peut-être pas sérieuse sur la question, chose qu'on peut légitimement en douter, quoi qu'il en soit, je pense sincèrement qu'il faut se méfier de lui
et son entourage. Parce que même s'il se représente pas en 2027, il aura un successeur, il y aura fatalement un macroniste pour reprendre le flambeau. Alors ça peut être Édouard Philippe, un retour de Sarkozy, ou que tous les dieux de l'univers nous en préservent, Darmanin, mais dans tous les cas, il faut rester vigilant et attentif. Mais n'empêche, quand il pense, Mélenchon qui sort de ses gonds avec une formule certes pas ouf du tout mais sans réelles conséquences concrètes, alors là on en parle pendant 1000 ans. Par contre, une phrase digne de Poutine de la part de notre président, donc quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir que Jean-Luc, alors là ça va en parler mollement pendant 2 heures hein. Ça finit par se voir, hein, vos préférences journalistiques, les mecs. Mais donc, pour revenir au sommet de Saint-Denis, Macron parle de refaire un huis clos, afin de reparler, débattre, etc., etc. Bon, alors c'est bien, hein, mais tu sais, Manu, il y a déjà un lieu pour ça. Un lieu où, et tiens-toi bien, tu vas pas en revenir, on fait plus que parler, on prend des décisions. Ça s'appelle l'Assemblée nationale. Et puis bon, je pose la question, mais qui, Je répète, qui a envie d'un 3e mandat de Macron? Non, parce qu'entre toutes les conneries du monsieur, à base de réforme des retraites, suppression de l'ISF et la loi Macron rebaptisée El Khomri soit Hollande, pour ne citer que celle-là, je ne pense pas que les Français survivraient à un 3e mandat. Sauf les riches, bien sûr. Et ça se confirme récemment avec le gouvernement qui, pour faire des économies, a décidé de doubler la franchise médicale des patients. Vous voulez faire des économies? Alors je pense que taxer les riches et lutter contre les paradis fiscaux, c'est peut-être plus efficace que les quelques miettes que vous allez grappiller avec des mesures aussi injustes qu'inégalitaires, creusant encore plus la précarité des gens. Mais avant de continuer, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi la franchise médicale? La franchise médicale est une somme déduite des remboursements effectués par l'assurance maladie sur les médicaments ou les actes paramédicaux, comme le kiné, les soins infirmiers, etc. En gros, c'est une partie que le patient doit payer lui-même, à savoir 50 centimes par boîte de médicaments et 2 € par acte paramédicaux. Donc doubler la franchise médicale reviendrait à 1 € par boîte de médoc et 2 € pour le kiné, infirmier, orthophoniste, etc. Sachant que selon les Échos, Bercy envisage d'aller encore plus loin et d'étendre la franchise aux dispositifs médicaux tels que les pansements ou béquilles qui jusque-là n'étaient pas concernés par la franchise. Bah oui, parce que pourquoi s'arrêter là, j'ai envie de dire. Alors vous pourriez me dire que ça va, 1 € au lieu de 50 centimes pour du Doliprane ou 4 € au lieu de 2 pour le kiné, c'est pas la mort, faut pas dramatiser non plus. Et oui, effectivement, c'est pas horrible. Quand on a les moyens. Parce que quand tu sais qu'en 2016, selon un sondage de la Fédération nationale indépendante des mutuelles, 37% des Français ont renoncé à des soins pour des raisons économiques au cours des 2 dernières années, qu'en 2019, selon un sondage OpinionWay, 29% invoquent le manque d'argent, que chez les jeunes actifs de 25 à 34 ans, ce chiffre s'élève à 37%, et ça sans parler de tous les autres sondages et observations allant dans ce sens, et ben tu vois que tout le monde peut pas suivre cette hausse, et c'est logique, plus t'es précaire, plus tu galères à te soigner. Quelque chose que dénoncent les professionnels d'ailleurs. C'est ce que dit Agnès Janotti, présidente du syndicat des médecins MG France. S'attaquer aux franchises est totalement inégalitaire et revient à faire payer les plus modestes, les plus malades, la présidente craignant même que certains renoncent aux soins. On a aussi Luc Desquesnel, le président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français, qui dénonce un coup de canif dans ce contrat social qu'est notre sécurité sociale. Et ça c'est sans parler des déserts médicaux, de la difficulté d'accès aux soins et tout ce qui va avec. Alors Elisabeth Borne a beau parler d'une politique permettant de responsabiliser chacun sur une consommation de médicaments qui est supérieure à ce qu'on peut constater, comme si se soigner c'était manger des putains d'M&M's, paye ton infantilisation, mais attention, rassurez-vous, elle précise que ce n'est évidemment pas pour empêcher les gens de se soigner. Tu mens. Oui Elisabeth, bien sûr, faire de plus en plus payer les gens sans penser à leur porte-monnaie déjà fragilisé par l'inflation et le contexte économique global. Oui, t'as raison, ça va pas les empêcher de se soigner. Tu penses qu'entre se payer le tout-bib et nourrir leurs enfants, ils vont choisir quoi les plus précaires? Non, mais ce qui serait ironique, c'est qu'avec tout ça, on ait le Covid qui revient. Eh merde. Enfin après, rassurez-vous, précaires et autres membres du prolétariat. Oui, l'inflation, la hausse des prix, la réforme des retraites et un système de santé que le monde entier nous envie, se faisant tabasser la gueule à coups de mesures aussi injustes que débiles. Mais au moins, vous pourrez manger cet hiver. Après tout, il reste les restos du cœur. Oh putain.
Car oui, malheureusement, la célèbre association créée par Coluche en 1985 est en difficulté financière. La conséquence principale étant qu'environ 150 000 personnes pourraient se voir refuser l'aide des restos. Les raisons de cette tragédie étant, selon Patrick Douret, le président des Restos du Cœur, l'inflation, la crise énergétique, mais également une hausse très importante du nombre de personnes ayant besoin d'aide. Tiens, c'est un peu comme si toutes les mesures injustes et libérales de ces dernières décennies avaient de plus en plus d'impact sur nos vies. C'est curieux ça, hein? En réaction, Aurore Berger a indiqué que le gouvernement allait apporter une aide de 15 millions d'euros dans les prochains jours aux Restos du Cœur, ainsi que 6 millions d'euros à des associations venant en aide aux tout-petits. Ah oui, c'est très bien, sauf qu'apparemment, sur les 15 millions, 10 étaient déjà prévus dans les aides du gouvernement, semble-t-il. Le gouvernement n'apportant donc que 5 millions supplémentaires pour les restos, ce qui, vous en conviendrez, est quand même beaucoup moins. Mais heureusement, il n'y a pas que le gouvernement qui se mobilise. En effet, le groupe Intermarché ainsi que Carrefour ont annoncé mettre en place des collectes spécifiques pour les Restos du Cœur, pendant que de son côté, la France Insoumise déposera un plan d'urgence alimentaire, le tout en organisant des collectes alimentaires dont les produits seront remis aux associations humanitaires, des mesures que je vous encourage bien évidemment à soutenir si vous le pouvez. Ah et sinon on a le RN qui fait que de remettre la faute sur le gouvernement sans faire de réelles mesures concrètes à côté. Oui bon, vu que les Restos du Cœur ne sont pas victimes du terrible péril islamo-gauchiste, fallait pas en demander plus, hein. Alors ok, tout ça, c'est cool, c'est gentil, mais on va pas se mentir, ce n'est rien comparé à la générosité, que dis-je, l'altruisme quasi divin de Bernard Arnault. En effet, dans sa grande mansuétude, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a annoncé que lui et sa famille allaient verser près de 10 millions d'euros pour venir en aide aux Restos du Cœur. Et en plus de ça, il annonce ne vouloir aucune contrepartie, ni réduction d'impôts. Oh mon dieu, mais quelle donation incroyable! C'est si beau, c'est si généreux, c'est si gentil, c'est... social, putain! Bon allez, c'était rigolo, revenons aux choses sérieuses. Parce que bon, à moins d'être du genre à défendre les riches becs et ongles en mode « Oui, nanana, on n'aime pas les riches dans ce pays, on n'aime pas la réussite, en plus ils créent des emplois, gna !» Et d'ailleurs, pour toutes ces personnes, petit rappel... T'es pas riche du con! À moins d'être dans cette catégorie, on peut quand même se poser des questions sur la générosité de Monsieur Arnault. Parce qu'ok, il va pas défiscaliser son don, mais déjà, faudrait le croire sur parole, et même s'il le fait... Ben encore heureux j'ai envie de dire, sinon ça voudrait dire que c'est nous qui payons une grande partie de son don. Parce que bon, on se rappelle de Notre-Dame, hein. En effet, à peine 2 jours après l'incident, on avait déjà atteint la somme de 800 millions d'euros. On peut remercier les grandes fortunes françaises pour leurs dons colossaux. La famille Pinault donne à elle toute seule 100 millions d'euros. La famille Arnault en donne 200 millions. Et la famille Bettencourt-Meilleur en donne également 200 millions. Encore une fois, les grands de ce monde font preuve d'une générosité sans égale. Eh non, je déconne, c'est vous qui allez tout payer. C'est ce qu'on appelle l'exonération d'impôts, et c'est fabuleux. Par exemple, pour le don des Bettencourt-Meilleur, 66% de leurs dons seront remboursés en déduction d'impôts, ce qui fait qu'au final, ils ne paieront que 68 millions au total. Mais du coup, d'où sortent les 132 autres millions de leurs dons alors ? Et bien de vos poches, mes mignons. En effet, sur 700 millions d'euros donnés, 420 millions seront payés par l'État. Enfin, payés par les impôts que vous payez tous les jours, mais que ces grandes fortunes, elles, ne payent pas. Car n'oublions pas qu'en 2002, ce même Pinault qui donne généreusement 100 millions pour Notre-Dame a dû verser 450 millions au fisc pour calmer des recherches sur un certain nombre de montages financiers litigieux. Alors imaginez la somme réelle non imposable qu'il s'est fait avant de rendre ses petites miettes au fisc. Tout ça rembourse bien vite les sommes données à Notre-Dame, sans compter cette fameuse défiscalisation des dons. Pour les personnes physiques, le régime prévoit une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, la réduction s'élève à 75% du montant du don et dans la limite de 50 000 euros. Un don de 66 666 euros effacera donc 50 000 euros de l'impôt. Pour les entreprises, la réduction d'impôt sur les sociétés représente 60% du montant du don. A noter que Pinault a renoncé à la défiscalisation sur son don, sûrement parce qu'il a un cœur gros comme ça. Ou alors c'est parce qu'il peut toucher jusqu'à 25% de son don en prestations diverses comme transformer l'Opéra Garnier en une immense salle de dîner pour un soir ou d'autres coquetteries de ce genre. Et d'ailleurs ça me fait penser que pour un bâtiment, le mec il donne 200 millions, mais pour des vrais humains qui crèvent littéralement la dalle, là il en donne que 10. Après j'adore Notre-Dame, hein, c'est très joli, mais paye tes priorités quoi. Et même sans ça, les Restos du Cœur ils ont besoin de 35 millions. Alors je suis nul en maths, hein, mais 35 c'est quand même beaucoup moins que 10. Et quand je dis ça, vous pourrez me répondre que c'est un don, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Et d'une certaine manière, oui.
Mais me faites pas croire que c'est un don généreux pour Bernard. Le mec est l'une des plus grandes fortunes au monde. Il pèse 208 milliards. 10 millions, c'est que dalle pour lui. Vous savez, ça équivaut à combien son don si on le rapporte au SMIC? Entre 7 et 15 centimes. C'est rien du tout. Non mais, sérieusement, est-ce que vous féliciteriez votre pote smicard s'il donnait 15 centimes à une asso? C'est l'équivalent de l'arrondi quand tu passes à la caisse. Et encore, l'arrondi, ça nous fait plus mal qu'à lui. Et ça, c'est sans parler du fait que si Bernard et ses potes payaient correctement leurs impôts, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Non, parce qu'en 2018, LVMH, c'était 202 filiales offshore dans des paradis fiscaux. Et même si on parle de Bernard Arnault spécifiquement, il paye seulement 14% d'impôts. Et bon, j'ai pas rentré dans les détails, mais entre LVMH et Bernard, c'est des milliards qu'ils économisent. Des milliards qui auraient dû revenir à l'État. Des milliards qui auraient pu être injectés dans les hôpitaux, les écoles, les retraites et les restos du cœur. Et d'ailleurs, s'il payait correctement ses impôts, il y aurait peut-être même pas besoin de restos du cœur. Bernard Arnault fait partie de ceux qui se sont le plus gavés lors du Covid, qui continuent de se gaver sur le dos des travailleurs et travailleuses. Alors arrêtez de me faire rire en faisant passer son envie de redorer son image pour de l'altruisme. Parce que s'il le voulait, il pourrait vraiment changer les choses. Et pas juste donner quelques miettes comme ça en se prenant pour le messie. Bon allez, je me calme, je suis mauvaise langue, en vrai c'est gentil ce qu'il fait. Ah mais Coluche sera fier, c'est sûr. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Bernard Arnault est de droite ou de gauche. Oh, il doit être de gauche avec un si gros don, ça peut pas être juste pour son image et les impôts quand même. Allez, salut. Tout va bien.